Certains observateurs s'accordent à dire que le Cameroun est un condensé de l'Afrique et des experts vont jusqu'à le qualifier de paradis terrestre. Nous allons voir dans cette édition de Stratégie spéciale tourisme que le Cameroun est un musée à ciel ouvert. La grande question demeure néanmoins, comment transformer tout ce potentiel en véritable produit touristique avec une contribution évidente au produit intérieur brut de notre pays? À cette question va répondre notre invité grand témoin, en plus des explications qu'elle va apporter. Angeline Florence Ngomo est sur ce plateau. C'est le secrétaire général du ministère du Tourisme et des Loisirs qui sera donc notre invité grand témoin. Avant de l'accueillir, voici le sommaire de cette édition de Stratégie. Réalisez vos objectifs en regardant Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Issue d'une grande famille, cette étoile est née pour briller très tôt. Talentueuse et ancrée dans son époque, elle passe une riche adolescence mouvementée. Dotée d'une voix caressante qu'elle n'a cessé de parfaire, elle fait le bonheur de ses auditeurs. Face à l'épreuve, elle a fait de son fardeau un cadeau du ciel. Passionnée et ambitieuse, son savoir-faire l'a emmenée au-delà de son pays natal. Aujourd'hui, directrice de sa propre société de production, elle a la voix qu'on aime entendre. Elle est la master, Laura Dave. Ayez l'envie, l'endurance, la passion et vous ferez une place au soleil. Stèle longuement brassée pour une maturité parfaite. Au sommet du magazine de l'économie actuelle, nous vous convions à un magnifique voyage au goût de vacances. Cameroun, un musée à ciel ouvert. Première partie, destination Ouest Cameroun. De l'hôtel Zingana à Bafoussam à la fondation Gacha de Bangoulap, en passant par le musée des civilisations à Tang, les chutes de la Mété, Bandung Station et le domaine de Pepenoun, nos reporters ont fait le voyage touristique pour vous. Quels sont les atouts et les faiblesses du tourisme local? Combien le tourisme rapporte-t-il à l'économie nationale? Quelle est la place de l'hôtellerie? Comment le pays peut-il tirer profit de l'industrie touristique? Élément de réponse avec Angeline Florence Ngomo, secrétaire générale au ministère du Tourisme et des Loisirs. Elle est notre invitée, grand témoin. Bienvenue sur Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. Comme annoncé pour cette édition spéciale tourisme de Stratégie, avec pour titre Cameroun, un musée à ciel ouvert, nous recevons sur ce plateau notre invité et grand témoin, Madame Angeline Florence Ngomo. Asseyez-vous s'il vous plaît. Bienvenue sur le plateau de Stratégie. Madame Angeline Florence Ngomo, secrétaire générale du ministère du Tourisme et des Loisirs. C'est bien cela, le MINTOUL. C'est bien cela. Bienvenue sur le plateau de Stratégie. Merci, M. Bouga. Nous vous avons convié parce que nous faisons cette émission spéciale sur le tourisme, notre potentiel touristique, mais également toutes les possibilités que le tourisme a de contribuer de manière économique au développement du Cameroun. Et nous avons pour titre dans cette édition le Cameroun, un grand musée à ciel ouvert. Est-ce qu'au regard du potentiel touristique du Cameroun, vous diriez-vous, Madame Ngomo, que ce titre est juste? Il est plus que juste. Parce que le Cameroun est un scandale touristique. Scandale touristique parce que les potentialités sont tellement énormes, tellement diverses, que vous en avez partout. Mais si vous deviez, nous ne sommes pas une conférence internationale pour vendre les atouts touristiques du Cameroun, mais si vous deviez donner 2-3 tableaux, j'ose pas dire clichés, qui pourrait montrer donc ce potentiel touristique, vous citeriez quoi par exemple? Je dirais que le Cameroun est un condensé de l'Afrique.
Tout ce que vous trouvez en Afrique, vous le trouvez au Cameroun. Si vous avez besoin de voir des paysages désertiques à la limite, des paysages sahéliens, des paysages de savane, des paysages de la forêt, si vous avez besoin de culture, si vous avez, nous sommes précisément dans un musée, si vous avez besoin de faire du tourisme synégétique, si vous avez besoin de faire, que dirais-je, toutes sortes de tourisme, venez au Cameroun. Ce n'est pas pour rien qu'au ministère du Tourisme et de Loisirs, nous avons pour slogan toute l'Afrique en un seul pays. Alors, toute l'Afrique en un seul pays, le Cameroun. Je vais me permettre une parenthèse qu'on va très vite refermer avant de voir les reportages consacrés dans cette édition. Les Camerounais eux-mêmes ne font pas beaucoup de tourisme en interne. C'est une observation, c'est un constat. Et au-delà de cela, on peut constater que le tourisme d'affaires, pour le nommer ainsi, est plus présent que le tourisme donc, de loisirs, de détente. Est-ce un problème culturel? Est-ce un problème d'accessibilité à nos sites ou de connaissance justement de ce qui existe et que l'on peut découvrir? Pour ce qui est des Camerounais, il y a un peu de tout cela. Il y a un problème de culture touristique qu'il faut développer parce que les Camerounais n'ont pas beaucoup la culture des déplacements pour des raisons autres que le travail. Ou lorsque vous vous déplacez, par exemple, sur Bouga de Yaoundé au Bala et que vous y passez la nuit, vous êtes un touriste. Et les Camerounais se déplacent, c'est vrai, mais généralement à l'occasion des événements familiaux que nous connaissons tous. Mais ils n'ont pas la culture de se déplacer pour aller découvrir d'autres coins de leur pays qui sont pourtant des coins féeriques ou des coins magiques. Et très souvent, lorsqu'ils se déplacent, c'est pour aller découvrir les coins à l'extérieur. Ils ne pensent pas très souvent que ce qu'ils vont chercher à l'extérieur, ils l'ont tout près. Maintenant, s'agissant du tourisme d'affaires dont vous parlez, c'est vrai que le développement du tourisme d'affaires est lié, comme vous le savez, au développement économique d'un pays. Et notre pays, dans ce domaine, regorge de potentialités, d'opportunités d'affaires qui font que de plus en plus nous attirons beaucoup de délégations étrangères qui viennent là pour nouer des relations d'affaires. Mais il n'y a pas que ce pan-là. Il y a aussi que notre pays, de plus en plus, organise avec succès des événements sportifs qui attirent à l'occasion beaucoup de touristes. Et tous ces touristes qui viennent là pour affaires, pour sport, se voient souvent offrir à l'occasion de leur séjour des circuits se voient proposer touristiques dans des jours selon leur agenda qui permettent de découvrir le Cameroun profond. Et nous disposons d'ailleurs à ce jour de statistiques que le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs dévoilera en temps opportun qui vous permettront de voir que dire que le tourisme d'affaires se développe au détriment du tourisme de loisirs et de découverte est un peu excessif. Alors, quelque chose qui n'est pas excessif, à tout le moins que vous pourriez quand même nous dire, c'est ce qui est fait pour valoriser et promouvoir nos richesses locales. Le tourisme pris dans son ensemble, vous l'avez dit, le Cameroun est un scandale touristique quand on regarde ses richesses. Et nous disons dans cette édition, je le rappelle, que le Cameroun est un musée à ciel ouvert, c'est-à-dire qu'on peut venir ici et ne faire que du tourisme. Qu'est-ce qui est fait pour que le Camerounais qui n'a pas la culture, je prends ce cas-là, découvre un peu plus des richesses locales de notre pays? Alors, beaucoup est fait, mais peut-être pas encore assez au regard du potentiel énorme qui est le nôtre. Vous savez que pour promouvoir une destination touristique, notamment en ce qui concerne ses produits, parce que nous regorgeons de potentialités, mais il faudrait que ces potentialités-là puissent être transformées en produits. Nous avons des sites magnifiques, il faudrait que ces sites-là, par exemple, puissent être aménagés pour que nous puissions en faire la promotion et que les Camerounais et d'autres puissent être intéressés à les visiter. Il y a des choses qui sont faites, mais malheureusement qui se heurtent à un certain nombre de freins, dont le plus grand est le financement. Par exemple, pour aménager un site touristique, vous savez, nous disposons à ce jour d'à peu près 870 sites d'intérêt national recensés,
Pour en aménager un, il faudrait des investissements d'un coût minimal de l'ordre de 2 milliards de francs, qui vont de la voie d'accès aux investissements de base, c'est-à-dire une structure d'accueil, une structure d'hébergement, de restauration, en passant évidemment par l'aménagement des espaces récréatifs. Alors, tout cela devrait pouvoir être fait et permettre donc rendre nos sites attrayants et permettre donc que les Camerounais puissent avoir envie d'aller découvrir ces sites-là. Vous parlez des richesses locales du Cameroun et nous, dans cette édition, nous avons choisi de dérouler tout un film consacré aux richesses locales, au tourisme camerounais, en regardant et en découvrant différents sites touristiques. Nous sommes allés pour la première partie de ce documentaire sur la route de l'ouest du pays et nous allons y voir comment le Cameroun là-bas est un musée à ciel ouvert. Arnaud Ndal et Anissé Simo nous donnent quelques chiffres illustratifs sur le tourisme local. Regardons ce premier reportage, Cameroun, un musée à ciel ouvert, dans cette édition spéciale de Stratégie. Il y a de cela quelques mois, dans un récent rapport, Jumia Travel, leader africain de la réservation d'hôtels en ligne, a dressé l'état des lieux du tourisme au Cameroun. Dans ce rapport, on y retrouve des chiffres importants sur ce secteur d'activité. Tenez par exemple, plus de 800 sites touristiques recensés, dont 2 inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. On y apprend également que l'industrie touristique a représenté 3,1% du produit intérieur brut du pays en 2015, contre 5,3% en 2016. Pour en savoir plus sur ces chiffres et sur ce qu'ils représentent véritablement, nous avons effectué une petite balade touristique en compagnie de Simon Bellec à Douala Art, espace d'exposition de l'art contemporain à Bonanjo. Il était en charge des relations publiques chez Jumia Travel et a participé à la rédaction de ce rapport. C'est un fait, c'est-à-dire que l'existence de ces sites. Après, maintenant, pourquoi est-ce que le Cameroun n'est pas au même niveau de développement que les autres? Parce que, le Cameroun aujourd'hui ne bénéficie pas de l'ensemble des éléments qui participent à développer le secteur. Aujourd'hui, le trafic routier, c'est-à-dire le pourcentage de bitumage de route, on dit que c'est 10%. Donc l'accès aux sites sont quand même un peu diminués, est quand même un peu diminué. Donc il y a l'accès qui est compliqué. Le Cameroun a les sites, et dans les 808 sites, ils existent, mais est-ce qu'ils sont accessibles? Je reprends un site magnifique que j'adore, qui s'appelle la plage de Yoyo, qui est situé dans l'arrondissement de Mouanko. C'est l'une des plus belles plages dans toute la sous-région, mais qui est difficile d'accès, parce qu'il n'y a pas de route et parce que le site n'est pas aménagé, parce qu'il n'y a rien autour. C'est vrai que le gouvernement a entrepris de construire un centre multi-complexe qui va accueillir hôtels, centres commerciaux et tout ça. Ça va arriver, mais si on veut juste dire une phrase, on dira que le Cameroun n'a pas encore mis tout ce qu'il faut en place pour que le tourisme gagne plus de points qu'il n'en a en ce moment. Le Cameroun retrouve peu à peu un secteur d'activité prospère. À en croire le dit rapport, le pays a enregistré plus d'1 million de visiteurs en 2016, contre 500 000 seulement en 2013. Il faut comprendre d'abord que la situation du Cameroun dans le tourisme en général, dans le tourisme mondial, le Cameroun est une destination d'affaires qui est différente d'une destination de loisirs. Parce qu'une destination d'affaires, c'est des gens qui se déplacent parce qu'ils viennent pour le travail. Et en 2016, le Cameroun a bénéficié de grands événements à caractère international. On peut citer la Coupe d'Afrique des Nations au féminin, qui a réuni d'abord toutes les équipes qui se sont qualifiées. Donc c'est tout un ensemble de personnes qui ont fait les déplacements. Vous avez eu le plus grand salon de l'entreprise qui a eu lieu à Yaoundé, le salon Promote, et vous avez eu d'autres événements à caractère, comme je le disais, internationaux. Alors le Cameroun a bénéficié, donc il était normal que plus que les années précédentes, le Cameroun ait eu plus de personnes qui se soient déplacées pour arriver au Cameroun. Entre 2011 et 2016, la progression est en moins de 10%. En 2011, il était à peine à 500 000 personnes qui ont fait le déplacement pour le Cameroun, pour des raisons variées, pour des raisons diverses. En 2016, on dit qu'il y a eu plus d'1 million de personnes qui ont fait le déplacement au Cameroun. Et ça fait que, parce qu'il faut le savoir, et c'est très important, l'Organisation mondiale du tourisme classe une destination classe un pays comme une destination touristique à partir du moment où vous faites en moyenne
500 000 personnes dans votre pays, donc 500 000 visiteurs. Donc le Cameroun a franchi cette étape et le Cameroun devient de plus en plus, parce que la croissance est vraiment visible, de plus en plus une destination touristique. C'est un chiffre approximatif parce que le Cameroun, malheureusement, n'a pas encore mis sur pied toute une stratégie, tout un plan d'enregistrement de l'ensemble des personnes qui se meuvent à l'intérieur du pays. Donc aussi bien ceux qui arrivent ou alors ceux qui se déplacent à l'intérieur du pays. Donc il est impossible ou encore difficile de pouvoir avoir des chiffres exacts. En 2016 donc, la progression s'est faite sentir. Le Cameroun a terminé l'année avec 560 milliards de francs CFA de recettes touristiques contre 532 milliards de francs CFA en 2015. Il faut comprendre d'abord que le Cameroun a bénéficié, comme je l'ai dit au préalable, de la présence de grands événements en 2016. Ces événements nous ont permis d'avoir un chiffre qui peut paraître pour certains exorbitant, mais c'est l'argent généré par l'ensemble du secteur touristique. Donc on va prendre en compte les hôtels qui sont pour le moment un potentiel de plus de 700 hôtels représentés dans la plateforme Jumia Travel. Vous avez les restaurants qui inondent le pays, vous avez les sites d'attraction, comme même celui devant lequel nous nous situons en ce moment. Vous avez. Donc vous avez un potentiel qui est quand même énorme pour l'ensemble du secteur. Ce grand reportage intitulé Cameroun, un musée à ciel ouvert. Voici justement la première partie, destination Ouest Cameroun. À notre arrivée ce matin du mois de juin à Bafoussam, capitale régionale de l'Ouest, située à un peu plus de 260 km de Douala, nous prenons la route pour le département du Ndé, plus précisément à Bangoulap, situé à 45 minutes de route. Ici, nous allons à la découverte d'un site qui caracole à 1200 mètres d'altitude sur la colline Tago Bangoulap. Nous y sommes. Voici la fondation Jean-Félicien Gacha. Ce jour-là, le paysage à l'horizon assez dégagé nous souhaite la bienvenue. Un décor verdoyant qui échoue au loin sous un voile nuageux. Un calme propice au bien-être physique et spirituel. Sur cette colline, la fondation elle-même s'étend sur un site gigantesque. 5 domaines de prédilection: instruction et formation, culture et artisanat, santé et social, environnement et agriculture, et bien sûr le tourisme. Cette fondation est un véritable écrin de culture et de tradition. Une sorte de Cameroun en miniature, au perché en un seul lieu. Ces espaces culturels et les œuvres fabriquées ici sont un appel au voyage. L'un de ses charmes dans ce paysage bucolique, ce sont ces cases aux allus de but. Les cases au mousgoum, particule indissociable de l'architecture septentrionale, une pièce importante de ce musée à ciel ouvert. Lui, c'est Flaubert Tabout, directeur du Centre des cultures de la Fondation. Il nous servira de guide circonstanciel. On a implémenté l'architecture mousgoum, les cases au but, qui a quelques années constituait l'unique appel pour ceux qui s'intéressaient au tourisme camerounais, l'appel sur tous les flyers dans nos ambassades, c'était la beauté de la case mousgoum qu'on voyait sur des gadgets. On peut le constater aujourd'hui que la fondation, l'une des caractéristiques du site de la fondation Gacha, c'est d'avoir su conserver cette architecture, donc au-delà de cette allure d'obus et du caractère esthétique des bâtiments, on donne aussi à comprendre ici à l'ouest du Cameroun toute la population de la partie septentrionale du Cameroun. La fondation voit le jour en 2002. Une œuvre de Dame Ly Dumas, fille du défunt Jean-Félicien Gacha. Au-delà de ses actions dans la formation, la fondation travaille à la mise en lumière et à la conservation des richesses locales. Le challenge du développement aujourd'hui est porté, orienté vers le patrimoine. Lequel patrimoine est le soubassement du tourisme. Et à côté de cela, il y a cette volonté d'associer
l'écologie, c'est la démarche aujourd'hui. Qui pense au développement pense aussi à la vie de notre planète. Donc c'est un peu la somme de tout cela que vous voyez. Donc amener les jeunes à comprendre ce que ceux qui sont passés avant nous, je dirais nos ancêtres, ont pu faire dans les divers espaces qui constituent notre pays. Il n'y avait pas meilleur élément que l'architecture. L'architecture étant l'outil par lequel très facilement on comprend plusieurs pans de la vie des peuples. Maintenant, il y a cet art séculaire à préserver. Il y a aussi cette volonté de s'incarner dans un monde de plus en plus mondial. Si vous voulez, la mondialisation, ça vient dans tous les lèvres. Je pense que sur ce site, on voit donc cette volonté d'amener le jeune à s'intégrer dans cette mondialisation, c'est-à-dire travailler, pousser le génie plus loin, mais sans oublier ce qui a été fait avant nous. Tout cet investissement qui a été fait sur ce site vise à propulser justement le tourisme camerounais, mais pas dans la dynamique de forcément enrichir l'ONG, le droit camerounais, qui est la fondation Jean-Félicien Gacha, la structure elle-même. Mais question, puisqu'il s'agit de la jeunesse, il s'agit de la vie de la jeunesse, il s'agit de l'heure, étant entendu que le tourisme fait partie des piliers qui, on le pense, doivent soutenir au même titre que la culture le développement de demain. Donc, tous les acteurs peuvent s'adosser sur la fondation Jean-Félicien Gacha et créer une plus-value, notamment dans l'investissement touristique. Je pense à ces jeunes qui font dans le guide touristique, qui sortent de nos universités et qui de plus en plus, avec la précarité de l'emploi, sont obligés de travailler en freelance, comme vous le dites dans votre jargon. Voilà, le site les accueille, nous les accueillons. Et puis c'est leur développement et la fierté de l'ONG. Donc voilà, le retour, la richesse recherchée par la fondation, c'est pas fondamentalement le pécunier ou les finances, c'est la recherche humaine, le développement humain. Donc on donne un outil qui peut permettre à toute personne qui est intéressée par un pan. Les jeunes, vous savez aussi qu'en plus d'être ce site pittoresque dévolu au tourisme, nous sommes aussi un centre de formation professionnelle. Donc tous ces éléments qui attirent les touristes sont aussi des outils pédagogiques pour la formation. À cette période de l'année, le site ne grouille pas de visiteurs. Dans les cases et ateliers, les jeunes apprennent à se servir de leurs mains pour donner vie à toute forme artistique. Nous accueillons déjà un public, notamment des nationaux, et puis aussi des expatriés nationaux, pour la plupart des expatriés qui travaillent au Cameroun et qui vivent dans les grandes agglomérations. Parce qu'il faut dire, à côté, vous avez notre case d'hôtes, qui est un peu l'espace d'implémentation de nos formations en tourisme et hôtellerie. Et du moment où nous le faisons sur la tutelle du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, vous comprenez aussi, nous ne prenons pas toujours, nous rivalisons pas avec les grandes écoles de formation. On prend les enfants souvent qui partent souvent à niveau, je pourrais dire, zéro ou rien du tout. Et donc cette case de passage, vu sa notoriété, la qualité du travail que nous y implémentons, faire en sorte que de plus en plus certains de nos visiteurs préfèrent souvent faire quelques nuitées là-bas. Et en ce sens, ils jumellent à leur passage la visite du site. Il faut dire aussi que nous travaillons beaucoup avec les publics scolaires. Voilà, les publics scolaires et universitaires, à travers nos activités culturelles. Souvent, ces activités sont orientées vers ces publics-là pour rester dans l'objectif des missions qui sont celles de la Fondation Jean-Félicien Gacha. Je prends par exemple les étudiants de Fumban, l'Université de Montagne, l'Université de Tchang.
La dernière activité qu'on a fait avec eux, par exemple, à l'occasion de la Journée internationale des musées. Donc à l'occasion des journées dédiées comme ça, généralement on travaille avec ces publics. Et puis avec le partenaire culturel que l'IFC, de Yaoundé, l'Institut français du Cameroun, on fait des résidences d'écriture pour les artistes écrivains. Et à l'occasion, pendant leur séjour ici, nous travaillons en synergie avec les établissements scolaires, secondaires, primaires, où nous mettons des programmes qui permettent à ces écrivains de passage chez nous à travailler avec ces jeunes-là. Non loin d'ici, plus au sommet de la colline, nous allons découvrir la maison d'hôte de la Fondation. La Villa Boutanga, l'endroit a de quoi faire rêver. Un véritable havre de paix. Nous y faisons la connaissance de Delmas, maîtresse des lieux. Elle nous conduit dans le bâtiment niché sur les flancs de la colline. Ici, des chambres et suites au confort dénué de toute ostentation. Juste le temps de contempler quelques minutes et nous devons déjà repartir. Retour à Bafoussam. C'est ici que nous allons passer la nuit. À l'ombre des taudis et des paysages de cette ville au décor défraîchi, zéro de crévassé, un bijou architectural et original impose de par sa présence et crée un contraste saisissant derrière l'avenue Pachon-Adolphe dans l'arrondissement de Bafoussam 1er. L'hôtel Zingana, un concentré de modernité drapé sous une nappe de tradition. Nous sommes en train de prévoir un investissement pour l'année prochaine. Tout le côté bar sera recouvert et fermé. Et ça, on va le faire, je pense, courant la période de juillet-août. Ça, c'est une escalier de secours. C'est une escalier de secours. Hein, escalier de secours. L'ascenseur, c'est celui qu'on a pris. Ça, c'est une salle de restaurant. Et là, vous avez la partie bar. On va vous ouvrir. Je ne sais pas s'ils ont les... Et tout ça. Et c'est sûr que si on l'était à Douala le soir avec un DJ, là, j'ai des tables pour mettre 150 personnes, des petits boucarous pour les amis pour se réunir et tout, c'est quand même... et la vue. Alors peut-être qu'on est en avance, hein, et que les gens ont pas encore... Il faut dire que ça veut dire que ça fait que quand même pas un an que nous sommes ouverts. Hein. Claude Michel est le directeur de l'hôtel Zingana. 45 chambres au standing, des standards aux suites, en passant par le restaurant et les salles de réunion. Le bâtiment a été sculpté avec le plus grand soin. Les finitions en disent long. Un festival d'essence de nos forêts au parfum du Zingana. Un bois tropical précieux qui sert de revêtement de sol ici. Les artisans qui y ont travaillé sont encore présents, du moins en esprit ou plutôt en photo. Elles tapissent les murs dans les allées de l'hôtel. Un hommage visuel, un témoignage vibrant. Au départ, c'était prévu de faire une grande maison, c'est devenu un hôtel de 20 chambres et c'est un projet qui a mûri dans le temps et nous sommes arrivés à un hôtel de 45 chambres,
tout à fait atypique et relativement exceptionnel au Cameroun, et notamment à Bafoussam. C'est un hôtel, si vous voulez, qui est d'abord, qui représente beaucoup, je dirais, l'art, notamment babileke. Je dirais, on s'est inspiré notamment au niveau du bâtiment, vous avez pu le remarquer, je dirais, de l'art local. Tous les produits qui sont faits ici, je dirais le bois, le zingana, qui est un bois local, tout le troisième étage est fait en zingana. Tous les bois qui ont été utilisés, je dirais, pour les matériaux nobles, sont des bois qui viennent du Cameroun. Tous les produits qu'on a utilisés ici viennent en particulier du Cameroun, et on a voulu représenter, si vous voulez, l'architecture et l'art culturel du Cameroun. Le cadre est certes magnifique, mais à Bafoussam, la structure peine 1 an plus tard à se tailler une clientèle à son goût. Au regard du niveau de vie ici, difficile pour l'instant de faire de gros chiffres. Le trafic sur une ville comme Bafoussam est relativement pauvre. En plus, nous sommes sur un marché, je dirais, un petit peu haut de gamme par rapport à l'investissement que nous avons fait. On se dirige vers une clientèle d'affaires qui fréquente les hôtels internationaux avec un prix relativement j'allais dire élevé pour Bafoussam, parce que nous vendons les chambres autour de 70 000 et tout, ce qui peut paraître cher pour Bafoussam, mais qu'à Yaoundé ou à Douala est un tarif tout à fait correct. Et ce type d'investissement, je dirais, c'est vrai, a du mal à s'implanter sur son marché. Parce que les gens, quand ils pensent Bafoussam, ils pensent bas prix, mauvaise qualité, mauvais accueil, enfin je ne sais pas. Mais c'est vrai que l'image de Bafoussam nous pénalise un tout petit peu au niveau commercial. L'hôtel Zingana se positionne également comme un excellent vivier de promotion touristique dans une région comme celle-ci qui regorge de richesses culturelles incalculables. On représente, si vous voulez, la culture et, je dirais, et le tourisme à l'ouest. Région magnifique. Moi, personnellement, que je ne connaissais pas avant de venir, il faut savoir que l'environnement, en dehors de Bafoussam, je dirais, les paysages sont magnifiques, la culture est magnifique, avec les chefferies. Il y a vraiment un potentiel touristique relativement énorme, mal développé et sous-développé, j'allais dire, et notamment parce qu'il y avait un manque d'infrastructures, je dirais certainement hôtelières. Bon, c'est vrai que les événements politiques qui sont arrivés dans la sous-région ou dans la région ou dans les pays environnants ne nous aident pas beaucoup au niveau tourisme. Malheureusement, nous sommes encore dans ce type de pays où on a du mal à faire venir du tourisme parce que la géopolitique qui nous environne n'est pas favorable. Une fois la nuit tombée, les lumières soulignent et exaltent son élégance. L'hôtel Zingana illumine majestueusement le ciel assombri et caresse discrètement le rêve de voir la ville de Bafoussam sortie de sa zone obscure. Le lendemain matin, nous prenons la route pour la ville de Tchang, dans le département de la Ménois. Après environ 45 minutes de route de Bafoussam, nous y sommes. La ville universitaire affiche fière allure. Cependant, son fameux centre climatique n'est plus que l'ombre de lui-même. Le site ne paye plus de mine. Les cases et le calme du coin vous rappellent que le cadre fut attrayant et exotique. Ici, nous n'aurons pas l'autorisation de tourner. Ces images sont juste piquées au passage. Mais attends, nous allons faire une autre belle rencontre à l'entrée de la ville au bord de ce lac. Un autre arrêt majeur sur la cartographie touristique de notre périple à l'ouest du Cameroun, c'est ici au musée des civilisations à Tchang dans le département de la Ménois. Vous allez découvrir avec nous le Cameroun tout entier réuni en un seul lieu. Bonjour, bienvenue au musée des civilisations à Tchang. Nina Guédia, la médiatrice culturelle au musée des civilisations, va nous faire visiter le Cameroun dans son entièreté et sa diversité sur 1000 mètres carrés d'exposition. Nous allons présenter l'histoire contemporaine du Cameroun qui commence avec l'arrivée des premiers occidentaux sur le territoire camerounais et cela s'est fait à partir de 1472. Puis nous allons présenter quelques grandes dates qui vont marquer l'histoire du Cameroun, notamment les traites à travers les siècles ou encore le protectorat allemand,
la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, en passant par le mandat et la tutelle anglaise et française sur le territoire camerounais. Ici, nous avons présenté le Cameroun dans le maquis, qui est une période assez douloureuse de notre histoire, qui a vu plusieurs pertes en vies humaines et qui s'est déroulée entre 1955 et 1971. Le maquis a pris fin avec la mort d'Ernest Ouandié, qui a été fusillé à Bafoussam. Après la partie historique, nous allons présenter le Cameroun d'aujourd'hui, qui est, comme nous le savons tous, un concentré d'Afrique, encore appelé l'Afrique en miniature. Et pour cela, nous allons présenter les 4 grandes aires culturelles du Cameroun, qui constituent chacun une thématique au musée des civilisations. La première aire culturelle présente l'aire culturelle des peuples de la forêt, qu'on va retrouver essentiellement dans le centre, le sud, du moins une partie du sud du Cameroun et à l'est du Cameroun. Ici, nous allons présenter la culture de ce peuple, ses croyances, ses rituels qui parfois ont disparu aujourd'hui. Là, par exemple, nous avons des masques qui étaient utilisés pour des besoins de cérémonie dans cette ère culturelle. Ici, nous vous présentons l'architecture des peuples de la forêt qui est constituée essentiellement des maisons faites en terre battue. Et sur notre maquette, nous avons également présenté le tam-tam et le tambour qui sont les symboles de la communication chez les peuples de la forêt. On va dire que chez ces peuples-là, ces instruments permettaient de transmettre des informations sur de longues durées. S'agissant de l'habitat, il est également important de savoir qu'on va retrouver les huttes chez les pygmées qui vont être essentiellement constituées de branchages et de feuillages et qui entrent dans la manière de vivre de cette population-là. Le peuple Sawa est le premier peuple à être entré en contact avec les Occidentaux, mais malgré cela, on va dire qu'ils ont conservé leur héritage culturel. Et l'un de ces héritages-là, c'est le Ngondo, qui se célèbre chaque année la première semaine du mois de décembre. Le Ngondo, c'est une cérémonie à la fois culturelle qui met en exergue les croyances Sawa et également la culture Sawa. Ici est présenté un trône royal chez les Sawa. Et nous dirons que le trône royal chez les Sawa sera toujours sculpté et que ces sculptures ne se font pas au hasard. Ce sont les emblèmes, les totems ou encore le nom du chef qui y est représenté. Le musée des civilisations retrace l'histoire du Cameroun depuis la préhistoire à aujourd'hui, en passant par la traite négrière, la triple colonisation et l'indépendance. Le musée des civilisations, c'est un appel à la connaissance du Cameroun et de ses réalités culturelles. Et vu que le Cameroun, comme on le dit très souvent, est une Afrique en miniature, on a essayé d'abord de présenter ces différentes aires culturelles-là. Et il faut dire que lorsqu'on parle d'aires culturelles, c'est un ensemble de cultures qui sont mises ensemble en raison de leur rapprochement. Par exemple, si on prend un Bassa et un Douala, on verra que c'est quand même deux cultures assez éloignées. Mais on va voir également que les Bassa et les Douala vont quand même se rapprocher sur un certain nombre de choses. Et c'est la raison pour laquelle on va les classer dans l'aire culturelle des peuples de la mer. Ce dernier espace, c'est un espace qui présente quelques chefferies que nous retrouvons chez les Grassfields. C'est un espace qui vise en fait à permettre aux visiteurs d'aller découvrir sur le terrain. Oui, quelques chefferies sont ici représentées. Si on prend par exemple le cas de Bamenjida que nous avons devant nous, on va dire ce que c'est en quelques lignes la chefferie Bamenjida, depuis quand est-ce que cette chefferie a été créée et quels sont les espaces touristiques qui sont visitables dans cette chefferie. Et c'est le même principe pour toutes les autres chefferies qui sont ici représentées. Au musée des civilisations, nous avons plusieurs catégories d'objets. Nous avons des objets propres qui ont été acquis par le musée des civilisations. Nous avons des dons. Nous avons également des dépôts qui sont faits par des particuliers ou bien par des organisations pour représenter une thématique bien définie. Bien que le musée ne soit pas à but lucratif, les recettes récoltées à la suite des visites ne couvrent pas les charges liées à l'entretien. Il faut faire appel aux mécènes. Il y a un entretien particulier et cela est placé sous la charge du conservateur du musée des civilisations. Les objets ne doivent pas être manipulés n'importe comment puisque certains d'entre eux sont très anciens.
Et puis il y a un équipement également qu'on va aborder avant de toucher aux objets qui sont exposés. Pour certains objets qui pourraient être abîmés, il y a des traitements également qu'on va faire pour empêcher leur destruction rapide. Dans cet espace dédié aux chefferies traditionnelles, les objets d'art sont fournis par les chefferies elles-mêmes. Pour ce qui est des fréquentations, le musée accueille entre 200 et 1000 visiteurs selon les périodes. Il est ouvert à tout le monde, aux enfants, aux adultes, aux nationaux et aux étrangers. C'est vrai qu'il y a une catégorisation bien précise par rapport aux visiteurs. Pour visiter le musée, il y a deux types de visites. Nous avons des visites libres où le visiteur choisit d'aller tout seul. Et nous avons des visites guidées où il va prendre les services d'un guide qui va l'accompagner dans l'exposition. Maintenant, selon la catégorie à laquelle on va appartenir, le coût va différer. Les enfants, par exemple, vont payer 300 francs, alors que les étudiants vont payer 500. Les adultes nationaux et résidents au Cameroun vont payer 2000 francs. Les étudiants de nationalité étrangère paieront également 2000 francs, alors que les non-résidents qui ne vivent pas sur le territoire camerounais vont payer 3000 francs. Nous allons prendre congé de ce lieu chargé d'histoire et d'œuvres d'art qui semble toutes vous raconter une parcelle du Cameroun. Né à Douala dans le confort, il a quitté ses repères afin de continuer ses études au Canada. Diplômé des meilleures écoles de ce pays, il a fait de l'indépendance financière son credo. À travers les continents et dans son Cameroun bien-aimé, son esprit d'entreprise n'a jamais failli. Presque sans le sou, il crée Mountain Communication, un succès qui fait de lui le précurseur des événements After Work au Cameroun. Aujourd'hui incontournable dans le domaine du marketing direct, il poursuit sa vision. Arrivé au sommet et y demeurer, c'est un master. Il s'appelle Yannick Tanque. Ne renonçons jamais à nos rêves. Notre Afrique a besoin de nous. Amstel, longuement brassé pour une maturité parfaite. Retour sur ce plateau spécial de stratégie. Mesdames, Messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes ici dans une des salles d'exposition du ministère des Arts et de la Culture, précisément au Musée national au Cameroun. Cette édition de stratégie est consacrée au tourisme avec pour titre « Cameroun, un grand musée à ciel ouvert ». Notre invité grand témoin, c'est le secrétaire général du ministère du Tourisme et des Loisirs. Madame Gomo, dites-moi, vous avez vu dans ce premier reportage ces établissements hôteliers pour certains, des espaces culturels et touristiques pour d'autres, qui sont très originaux, remplis de pièces recherchées, historiques. On peut également voir une architecture particulièrement séduisante, mais on va constater que ce sont des espaces, des établissements qui ne tournent pas à plein régime. Qu'est-ce qui freine? Quel est le problème? Moi, je poserais la question autrement. Allez-y. Je dirais, qu'est-ce qui fait que le tourisme ne décolle pas de manière exponentielle? Parce que le tourisme décolle dans notre pays, mais il ne décolle pas de manière exponentielle encore, parce qu'il se heurte pour l'instant à un certain nombre d'obstacles. Quels sont-ils, ces obstacles? Ils sont nombreux. Tout le monde commence à s'interroger. Ils sont nombreux. On attend la réponse du Mintoul. Hein? Ils sont nombreux, les obstacles. Et sans souci d'exhaustivité, je pourrais vous en citer 3 ou 4. Je vais commencer par l'amateurisme. L'amateurisme qui plombe le secteur et qui fait en sorte que nous ne puissions pas disposer dans ces établissements ou dans la plupart de nos établissements d'un service de qualité. Or, vous savez que de plus en plus, la clientèle est exigeante par rapport à la qualité du service pour lequel elle paye. Et le service devrait normalement être arrimé aux standards internationaux. Que se passe-t-il dans la plupart de nos établissements? Le personnel n'est pas formé ou peu formé. La main-d'œuvre est souvent familiale, donc peu chère. Et les écoles de formation, pour la plupart, ne disposent pas de personnel qualifié. Bref, tout cela
toute chose qui concourt à rendre le secteur propice à beaucoup d'amateurisme et qui plombe la qualité des services. Si je vous rapportais un grief, tout en écoutant ce que vous avez dit, les consommateurs, les clients, les touristes que nous sommes, vous l'avez dit en l'entame de cette émission, nous, citoyens camerounais, nous faisons du tourisme en allant d'une ville à une autre. Nous pouvons nous rendre compte que nous allons dans un établissement hôtelier, je prends cet exemple, et on voit afficher ce que vous appelez étoiles. Donc 2, 3 étoiles, 4. Et justement, une fois qu'on est installé, on n'a pas le service que nous supposons connaître des établissements classés dans cette catégorie. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que vous aussi, vous ne donnez pas des étoiles par complaisance au ministère du Tourisme et des Loisirs? Peut-être faut-il d'abord rester dans le cadre des freins, parce que je n'en ai cité qu'un. Je vous avais promis 2 ou 3. Et je vous ai parlé de l'amateurisme. Je vous parlerai maintenant également des problèmes de financement. Mais là, nous avons déjà évoqué la question. Et je vous parlerai de l'absence d'un code d'incitation spécifique au secteur. Parce que l'existence d'un tel instrument permet d'attirer des grands groupes et qui disposent des moyens pour réaliser des grands investissements et surtout des investissements de qualité. Lorsque vous avez des investissements à réaliser dans le secteur du tourisme, particulièrement dans le secteur de l'hôtellerie, ce sont des investissements très très lourds. Et l'absence d'un code spécifique d'investissement au secteur pour l'instant, parce qu'il est prévu dans la loi relative à l'exercice de l'activité touristique que nous puissions en disposer d'un, dont l'absence pour l'instant de cet instrument impacte sur la qualité de certaines infrastructures, parce que l'investissement, le raffinement qu'exigent par exemple les structures d'un certain niveau impose aux investisseurs de ce secteur-là d'importer la plupart des matériaux de construction, des matériaux d'équipement et même une partie de la main-d'œuvre étrangère considérée comme étant qualifiée, de se montrer sélectif. Et pour cela, il faudrait que l'on puisse avoir, pour s'aventurer dans la réalisation d'infrastructures de qualité, que l'on puisse disposer des incitations spécifiques. Mais cela dit, je voudrais aussi vous dire que nous ne sommes pas restés les bras croisés au ministère du Tourisme et des Loisirs face ça, nous le savons, à c'est pour ça que nous vous avons convié ici pour le mieux ministère expliquer du Tourisme et des Loisirs, sous l'égide du ministre d'État, a engagé depuis un certain nombre d'années, depuis 3 ans plus exactement, un programme d'amélioration de l'offre de formation. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir un service de qualité sans une formation appropriée. Et nous avons compris qu'il fallait commencer par former. Parce que pour avoir un service de qualité, il faut être bien formé. Et si on est bien formé, on peut ainsi donner l'opportunité, comme l'a dit le président de la République, à un touriste qui vient dans notre pays, l'envie de revenir. Un touriste qui n'est pas satisfait par le service qu'il a eu pendant son séjour ne reviendra jamais. Par contre, s'il est satisfait, il va revenir, il va en ramener d'autres, et puis ça fera un effet de boule de neige. Nous avons donc, depuis quelques années, comme je disais, entrepris au ministère du Tourisme et des Loisirs d'améliorer notre offre de formation. Et à ce jour, nous disposons de ce que l'on pourrait appeler des référentiels métiers compétences, c'est-à-dire que nous avons identifié l'ensemble des métiers du secteur et défini les compétences correspondantes. Nous disposons à ce jour des programmes de formation correspondant à ces métiers et compétences. Nous avons commencé à implémenter ces programmes de formation dans l'ensemble du pays et prioritairement dans les régions qui sont appelées à abriter les matchs de poules des CAN, pour la CAN. Et nous avons déjà implémenté dans le sud-ouest, nous l'avons fait dans le littoral, nous l'avons fait dans le centre. Dans les tout prochains jours, nous le ferons à l'ouest et l'année prochaine, nous le ferons dans le nord.
Cela ne veut pas dire que les autres régions seront oubliées. Non, elles ne sont pas oubliées, mais les 5 premières sont tout simplement prioritaires parce qu'elles vont avoir à abriter un événement d'envergure. Donc, pour l'instant, nous avons donc entrepris ce programme et à côté de ces référentiels, nous, au ministère du Tourisme, évidemment, nous nous occupons et nous nous attelons à renforcer les capacités des intervenants dans la chaîne en termes d'accueil, en termes de sécurité, en termes de tout ce qui peut permettre que le tourisme dans notre pays ait un visage des plus reluisants. Voilà qui nous rassure, mais qui n'enlève rien au grief qui vous est fait. J'insiste, pour mes téléspectateurs, qu'est-ce qui fait que l'établissement qui reçoit 3 étoiles offre le service? Pourquoi vous ne, en attendant que tout cela, ces référentiels, ces formations, que ces standards soient mis en place, et on peut vous féliciter pour ce qui est déjà fait, qu'est-ce qui justifie quand même qu'on ait des établissements? Parce que la question est celle du coût. Lorsqu'on vous fait payer pour un service et qu'il ne vous est pas servi, donné, et que le propriétaire vous dit « mais regardez, moi, mon établissement, il est coté, il a telle indication », ça pose un problème. L'autorité de réglementation, c'est le ministère du Tourisme et des Loisirs. Je suis d'accord avec vous, M. Kouga. Nous sommes l'autorité de réglementation. Je voudrais d'abord vous dire que les établissements... Est-ce que vous admettez, Madame Gomo, que ce que je dis est vrai? Moi, je dirais ça autrement. Parce que vous savez, les griefs, on en a toujours. On en a toujours. Si j'admets totalement ce que vous dites, ce serait admettre que vraiment dans le secteur, ce serait de l'anarchie. Mais il y a beaucoup de vrai, dans ce que vous dites. Merci. Et ce qu'il y a de vrai rejoint l'amateurisme dont je vous ai parlé tantôt. Bon, lorsque les établissements sont agréés, ils sont agréés à la construction d'abord, et ensuite à l'ouverture. Lorsque vous voulez construire un établissement, prenons un hôtel, vous voulez construire un hôtel d'1 étoile, vous devez respecter, disons, le cahier de charge. Vous êtes agréé donc à la construction pour 1 étoile. Lorsque maintenant vous voulez ouvrir cet hôtel, nous procédons à un contrôle qui permet donc de voir qu'effectivement vous avez ouvert votre établissement en respectant le cahier de charge et que vous allez offrir les prestations correspondantes au niveau de la catégorie que vous avez sollicitée. Mais que se passe-t-il? Les promoteurs, que font-ils? Lorsqu'ils veulent, par exemple, solliciter l'ouverture, ils font ce que moi je pourrais appeler la fraude au CV. Ils mettent dans les dossiers de demande d'ouverture, pour la plupart, des CV qu'ils empruntent au personnel qualifié. Et une fois que l'établissement est ouvert, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont obtenu ce précieux sésame, ils reprennent la main-d'œuvre familiale. Exactement, ils reprennent la main-d'œuvre familiale, peu chère, peu abondante. Et nous avons des récriminations au ministère du Tourisme à n'en plus finir. Une semaine à peine après avoir obtenu le précieux sésame, on remplace le personnel qualifié, qui n'a même peut-être jamais pris fonction parce qu'on ne s'est servi que de son CV pour pouvoir obtenir l'autorisation sollicitée, et on utilise une main-d'œuvre familiale que chacun sait par nature peut qualifier moins cher et tout ce que vous pouvez imaginer. Et le résultat, c'est que les prestations, naturellement, ne sont pas au niveau, pour la plupart, de la catégorie sollicitée. Mais nous procédons généralement au classement des hôtels, aux opérations de classement et de reclassement tous les 5 ans. Vous comprenez donc que pour des raisons de personnel et de toute autre raison que je n'évoquerai pas ici, lorsque vous avez obtenu votre classement, à moins qu'il n'y ait un événement qui impose que l'on puisse revenir avant le délai pour lequel ce classement est valable, inspecté 5 ans. Vous comprenez qu'en 5 ans, avec ce que je vous ai dit tantôt, les prestations ont le temps de péricliter en termes de qualité. Dites-moi, avant que nous regardions la deuxième partie de reportage consacrée au potentiel touristique camerounais, en tout cas ses richesses locales, puisque nous sommes allés toucher du doigt ce qui existe déjà, je voudrais vous demander, et je ne voulais pas vous poser la question, elle peut paraître comme une colle, donc je prends le risque. On a un seul hôtel camerounais
classé 5 étoiles, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qui explique cela? D'autant plus que certains observateurs du secteur nous font remarquer que cela nous place dans un classement derrière, je veux dire de manière moins bien classée que des pays voisins comme le Gabon et d'autres que je ne citerai pas, ce qui a un impact sur notre visibilité touristique, sur la portée de ce secteur. Votre question me ramène à ce que je disais tantôt, parlant de l'absence, pour l'instant, d'un instrument d'incitation spécifique au secteur du tourisme. En l'absence d'un tel instrument, les grands groupes qui sont les plus à même de disposer de financements lourds que nécessitent les investissements dans cette catégorie-là, ne se montrent pas, ne se bousculent pas aux portes du Cameroun. Mais, il ne faut pas désespérer parce qu'il y en a quand même qui, il y a des perspectives. Il y a le Hilton qui souhaite dans les prochains mois ouvrir un second établissement à Douala. Il y a Marriott qui frappe aux portes, il y en a d'autres. Mais il faudrait dire que l'absence de ce type des mesures incitatives et de secours. Oui, impacte négativement l'existence de telles structures. Parce que ce sont ces groupes-là, comme je vous l'ai dit, qui ont la possibilité de mobiliser les grands capitaux nécessaires aux investissements lourds. Et je vous ai aussi dit tout à l'heure que le degré de raffinement qu'imposent des établissements de qualité de ce niveau impose aux promoteurs de pouvoir importer presque 80% des matériaux nécessaires aux infrastructures, aux équipements et même la main-d'œuvre. Et pour cela, il faudrait que pour faire face aux problèmes de douane, de transport, que des mesures spécifiques au secteur puissent être mises en place. Et vous y travaillez au ministère du Tourisme et des Loisirs? Nous y travaillons et nous y travaillons. Je vous ai dit que la loi sur l'exercice de l'activité touristique a prévu qu'un tel instrument puisse être mis en place pour permettre l'éclosion du tourisme au niveau où cette éclosion devrait être. Et nous savons que cela va se faire et nous sommes confiants. Je vous invite à poursuivre ce voyage au cœur du Cameroun, un grand musée à ciel ouvert, dans la deuxième partie de notre documentaire. Vous vous souvenez que dans la première séquence, nous avons pu voir des sites comme le musée des civilisations de Tchang ou encore la fondation Gacha. Nous poursuivons notre voyage touristique en compagnie de nos guides Anissé Simou et Arnaud Ndal qui font une escale cette fois-ci à Bandung Station, aux chutes de la Métier, en passant par le domaine de Pet Penoun. Regardons ce document sur le Cameroun, un musée à ciel ouvert, deuxième partie de notre reportage. Au troisième jour de notre randonnée West End, nous avons pris rendez-vous à Bandung Station. Un cadre tout à fait particulier, bâti dans cette petite ville située à un jet de pied de la capitale régionale. Bonjour, bonne arrivée. Merci. Karine, je m'appelle. Ok, Anissé Simou. Enchantée. Waouh, c'est gigantesque ici, hein, le musée. Bandung Station, l'œuvre du célèbre artiste plasticien camerounais Barthélémy Togo, est une véritable aventure artistique. Le bâtiment en lui-même est déjà une curiosité. Il est couvert d'une charpente à double pyramide qui respecte les règles séculaires de l'architecture traditionnelle locale. Son centre d'art de 3 étages donne à voir et à toucher un monde artistique. Ouais, c'est la même exposition qui continue. Mais ici, on aura plus de diversité et de multiplicité. Commençant par Marie-Francine Dormo, qui est camerounaise et formée par l'Institut des Beaux-Arts de Fumban. Elle utilise l'encre et le crayon et elle fait un travail réaliste. Ensuite, Boris Zebo, qui réalise les plans des villes en sérigraphie, au-dessus desquels il ajoute les portraits masculins. On va continuer avec Ginette Ndale, camerounaise, qui a réalisé un travail
qui met en relation les différentes générations. On va continuer avec Evis, qui est autodidacte. Il a réalisé les portraits féminins avec différentes coiffures. Romano Palca, qui est écrivain et plasticien. Et là, il fait un travail sur l'irréversibilité du temps. Et pour l'occasion, il a fait 2 photos comparatives. Dans cette caisse, nous avons les instruments de musique traditionnelle Fang du centre Cameroun. Ensuite, le tissu traditionnel Bamileke, qui s'appelle le Zedop. Et là, nous avons la version originale, celle qui est tissée à la main. Ensuite, une installation du Barthélemy Togo. Il s'agit en fait des paquets vides qui sont en fait des marques que l'on rencontre à travers le monde entier. Et qu'en est-il du niveau de fréquentation et de la rentabilité dans un lieu pareil? Banjul Station vit sur fonds propres de Barthélemy Togo depuis l'acquisition du terrain jusqu'à aujourd'hui. Il bénéficie du fait que les visiteurs qui passent connaissent son existence, savent que Tajedes existe, voilà son travail. Et s'ils sont intéressés par son travail, ils peuvent faire des commandes. C'est un lieu public ouvert à tout le monde et on ne demande qu'une infime, très infime participation pour pouvoir regarder et apprécier les lieux. On a plus de visiteurs étrangers, notamment des personnes averties qui viennent découvrir l'exposition. Ouais. Mais de temps en temps, de plus en plus, on reçoit aussi des personnes curieuses, les étudiants des instituts Photo Victor, des Beaux-Arts de Fumban, de l'Université de Tchang, de l'Université de Korsamba et de Douala. Dans ce premier plateau, nous avons les œuvres de 2 artistes camerounais autodidactes, originaires de la région de l'Ouest et qui utilisent leur univers graphique pour réaliser leurs œuvres. Nous quittons Bandung Station, retour à Bafoussam, place à bord de ce bus de fortune qui va dans le département des Bamboutos. Seulement, nous allons descendre à 10 minutes de route à peine, non loin du carrefour des embranchements Tchang et Bamenda. Autre lieu, autre décor, pont de la Mété, sur la rivière Métier-Choui. Ces chutes d'eau qui supplombent l'édifice sont chargées d'histoire. À la fin des années 50, c'est ici, nous dit-on, du haut de cette falaise, que les colons jetaient les nationalistes qu'ils avaient capturés. Jean va se présenter à nous comme le gardien des lieux. Il nous relate volontiers les mémoires de la chute. À l'époque, là, on tuait nos parents ici. C'est ici que le blanc français tuait nos parents, le colonel. Et le blanc français aussi qui a fait le goudron là, est arrivé en France, ça n'a pas donné. Il est venu encore faire, il est venu maintenant construire les escaliers maintenant pour descendre à la chute. Avant qu'on ait découvert qu'il y avait une chute ici. Parce qu'à l'époque là, il n'y a pas personne de découvert. Ce n'était que les villageois qui venaient faire leur sacrifice étant dans la forêt. Aujourd'hui, c'est un lieu sacré touristique. Donc ça joue de 2 sens. Le tourisme et la tradition. Et on ne peut pas le supprimer, dit carrément que le tourisme ne peut plus descendre ici ou la tradition on ne peut plus le faire. Ça ne peut pas donner. Avant que le tourisme n'arrive ici pour connaître la chute, c'était d'abord un lieu sacré, naturel. Quand tu as une malaise, tu vas où ça ne donne pas, tu es malade, peut-être dans les études, peut-être ça ne donne pas, peut-être dans le service, ça ne donne pas, tu vas chez un marabout, tu habites, tu dis carrément, quand on t'amène, c'est un grand lieu sacré comme celui-ci. Et on fait un peu de sacrifice, on danse ce gâteau maïs, en plus de la cola, le jujube, tout. Un peu d'huile, comme tu as vu celle-là, qu'on a remettre à ce maman ce matin-là. Bon. Maintenant, s'il faut qu'on descende dans l'eau, on vous amène directement à l'eau, on vous lave. Et si on descend, on demande, quand vous lavez en bas à la chute, on doit vous descendre comme sur l'escalier que vous avez vu. Et puis sur l'échelle, là vous entrez, on vous amène directement dans la grotte. On entre dans la grotte? Oui. Là, dès que l'eau descend là, ça tombe directement sur votre tête et vous vous lavez en demandant
votre bonheur. Vous voyez, parce que par exemple, que vous êtes là, tous les touristes qui arrivent ici, je les demande, vous ne devez pas faire seulement les touristes, demandez aussi à nos ancêtres, parce que c'est nos ancêtres qui sont là-bas. Demandez aussi ta puissance chez eux ou bien certaines maladies qui te dérangent. Dis que bon, comme je suis devant vous là, je suis malade. Mais tu parles intérieurement. Je ne peux pas dire que c'est payant, mais c'est la volonté de n'importe qui. Vu d'abord la propreté qui se passe, vu d'abord l'encadrement. Quand vous voyez aussi c'est plus important, vous pouvez demander que bon, c'est comment. Même si vous laissez un morceau de savon, on doit prendre. C'est pas que je ne peux pas vous dire comment qu'il y a un taux qu'on paye. Comme on peut le voir justement, le site sert aussi aux rites et coutumes des habitants du coin. Le site doit également sa renommée à tout ce mystère qui l'entoure. Cependant, l'accès au bas-fond n'est pas des plus aisés. L'escalier construit pour la circonstance n'est plus que l'ombre de lui-même. Et la descente peut s'avérer dangereuse. Nous avons néanmoins pris le risque afin de nous rapprocher au mieux de ce beau spectacle. L'effort vaut la peine. L'œil de la caméra peut savourer allègrement la puissance de ces eaux qui échouent littéralement sur ces gigantesques rochers. Un plaisir pour les yeux, un régal pour l'esprit. Quelques mois après ses premiers tournages à l'ouest du Cameroun, mon cadre et moi sommes repartis dans la région pour la suite de cette aventure au parfum de vacances. Une escale au paradis sur une route parsemée d'embûches. La suite de notre périple, c'est donc dans le département du Noun. Après avoir parcouru d'autres départements de la région de l'Ouest, nous prenons la route pour un domaine paradisiaque à Kwaptamou. Nous sommes arrivés à Fumbot il y a de cela quelques minutes seulement et sur les chemins pas du tout praticables, nous allons justement découvrir un autre site qui pourrait susciter la curiosité et surtout attirer bon nombre de touristes au Cameroun. C'est donc ce que vous verrez par la suite. Dans ce coin perdu de la localité de Kwaptamou se cache un trésor. Nous l'avons trouvé. Voici le domaine de Pepenoun. 249 hectares de découverte et de détente à 1200 mètres d'altitude. Un paysage de verdure au pays des hautes montagnes. Ici flotte un air de quiétude, un silence quasi religieux. Tous les ingrédients d'un aller simple vers le bonheur. Nous sommes accueillis par Bienvenu Lwokdom, le directeur du site. Bonjour, bienvenue au domaine Pepenoun. Merci. Comment allez-vous? Plutôt bien. Le voyage a été? Ouais, bien, mais... Non loin de cet espace, 32 chambres sont dispersées à perte de vue. Des sortes de petites cases aux caractéristiques et matériaux locaux, des bambous, des pierres, des toits de chaume. Nous sommes ici au bord du lac avec nos chambres VIP. Nous avons comme ça 15. Au bord du lac, il y en a 10. Et ce sont toutes les chambres construites en matériaux locaux. Vous voyez, toutes, ce sont des maisons en toit de chaume. Et ce sont des très grandes chambres, 9 mètres de diamètre, avec des très grands lits, environ 3 mètres. Et vous avez la possibilité de loger dans ces chambres
comme vous le désirez, c'est-à-dire qu'on peut mettre des lits supplémentaires en plus. Vous pouvez loger dans la chambre même à 8 ou à 10 selon votre désir. Donc si une grande famille arrive, il y a d'abord un très grand lit de 3 mètres et ensuite nous avons des lits supplémentaires pour loger les enfants, des personnes adultes, s'ils veulent bien rester dans la même chambre. Le taux de fréquentation ne sera pas significatif parce qu'en fait, vous voyez, tous les week-ends nous sommes pleins et du coup, dans la semaine, un peu de clients. Et d'un coup, nous avons une réception journalière de 200 personnes. Et après 2 jours, une semaine, on a un très grand mariage de 400 personnes, 200 personnes, 150 personnes. Et en plus, nous organisons des team building, des sociétés ponctuellement. Donc du coup, si on veut évaluer le taux de fréquentation, pour nous, ça ne c'est pas significatif. Derrière ces façades aux couleurs locales se trouvent des décors idylliques. Ces chambres spacieuses sont de véritables invitations à séjourner. À peine le temps de contempler les lieux cet après-midi-là, le ciel affiche complet. L'occasion d'observer ce soleil couchant dans cet horizon sauvage. Le matin dès l'aube, la nature s'éveille, le domaine se réveille. Un festival olfactif aux senteurs enivrantes. Le moment pour nous de faire connaissance avec le lac et la petite plage du domaine. Rien de tel pour trouver un peu d'ombre et de repos. Lui, c'est Vincent Vallet, le propriétaire du domaine. Il est à notre entière disposition ce matin-là. Nous avons déjà un hôtel avec une trentaine de chambres pour l'instant. Nous prenons grand soin en fait de l'aménagement, de l'installation et de l'équipement de nos chambres, notamment la literie. On fait très attention à avoir une bonne literie. Et bon, alors il y a déjà les chambres qui sont construites, comme vous pouvez voir, avec des matériaux traditionnels et en harmonie avec le jardin qui les entoure. On est planté sur un plateau d'altitude, déjà avec le mont Kogam au nord, qui est une très belle montagne pour les trekking. Et c'est l'environnement que notre clientèle apprécie beaucoup, le calme, le repos. Et puis de temps en temps, on fait aussi la fête parce qu'il nous arrive de faire des beach parties sur la plage avec sono, lumière et tout. Donc, on a beaucoup d'offres à proposer, que ce soit un séjour en amoureux, nuit de noces, ou bien en famille. On apprécie beaucoup les enfants. On a beaucoup aussi de sport et tout pour les enfants, des animateurs qui s'en occupent, des nounous aussi, si vous voulez nous confier vos chers bambins pour que vous puissiez faire un grand tour de vélo, voilà. Le service, la bonne cuisine et tous ces sports-activités dans un environnement préservé. Le domaine dispose d'un ensemble d'installations. Dans son parc boisé, on peut y apercevoir une piste d'atterrissage pour de petits avions. Non loin de là, on peut y pratiquer des activités sportives à l'instar du volleyball, du tennis et même du golf. Sur le golf, on est saisi par la beauté de l'environnement, puisqu'on est un petit peu plus haut sur le golf. Et là, on voit à 200 km à l'horizon toutes les montagnes de l'Ouest, toutes les très belles montagnes de l'Ouest. C'est vrai que c'est assez grandiose. L'une de ces attractions, c'est à coup sûr les activités nautiques. Avec notre moniteur de sport, là, Aoudou, enfin un de nos moniteurs de sport, il va vous faire une démonstration de canoë-kayak. Bon, nous ici, on a un peu le must de ce qui se fait en sport nautique, là. On a des beaux canoës big sport, des stand-up que vous verrez tout à l'heure, même les planches à voile. Donc j'ai essayé d'amener tout ce qui se passe de l'autre côté, de ce côté. Voilà. Donc on va le suivre alors. D'accord. On voit sa préparation un tout petit peu. Ouais. Donc alors je peux présenter, voilà. Alors ça c'est les canoës, on en a 6. Beaux canoës Big Sport. Après on a les stand-up. C'est ce qu'on voit en Californie ou sur la côte atlantique en Europe. Là, on se met debout dessus, on rame.
Et là, c'est les planches à voile, et les voiles. On a voile adulte et enfant. D'ailleurs, l'autre spectacle ici se déroule sur le lac. Mais avant d'embarquer, la sécurité est de mise. Est-ce que vous avez un peu nagé, monsieur Anissé? Non, pas du tout. Pas du tout? Je déteste l'eau. Bon, c'est pas grave, vous êtes en sécurité avec nous, voilà, ouais. Avec un gilet déjà. Ici avec le bateau, on fait des balades, on fait du ski nautique, du wakeboard, c'est une planche comme le ski nautique mais on se met comme ça. On fait de la bouée chasseur, c'est une bouée qui flotte, les enfants vont dessus et ils se font tirer avec ça. Ça, c'est hyper marrant. Et puis des balades. Il faut voir cela quand les grands week-ends, on a du monde, là, plein de monde. Tu vois tous les enfants qui sont sur l'eau, en train de jouer, patauger, dans la piscine, un peu partout. Ça fait plaisir à voir. Les gens nagent également là? Les gens peuvent nager? Ouais, on nage, ouais. On nage bien. Ça veut dire c'est le lac qui donne son nom au domaine en fait. C'est le lac qui donne le nom au domaine. Le Peponoun. Peponoun, ça veut dire les deux enfants du Noun. Voilà, c'est deux lacs en fait. Il y a le grand et de l'autre côté de la piste, le petit lac. Le domaine, c'est aussi et surtout son lac, le lac Peptenoun, comme vous le constatez d'ailleurs, qui a donné son nom à l'ensemble du site. Un lac magnifique qui fait justement 58 hectares, 2041 mètres de longueur pour 800 mètres de largeur, 12 mètres de profondeur au maximum. Un domaine très riche justement parce que vous avez ici une faune et une flore aquatique diversifiées. Sur le lac, on peut également vivre une très belle aventure. Le domaine de Pepenoun, vu de son lac, offre un spectacle saisissant, immergé aux premières heures de la matinée dans un bain de soleil. Nous sommes au bord de l'orgasme, d'un orgasme rétinien. Un décor qui délecte les clients à l'horizon. Les clients du domaine ont aussi droit aux activités hors du site. Loin de ce cadre inondé de merveilles, ils ont l'occasion de visiter d'autres merveilles du coin. Un coup de pouce à la promotion du tourisme local. Fumban, le palais de Fumban, bien sûr le musée du palais, très intéressant. Le nouveau musée bientôt qui va ouvrir aussi. À Fumban, il y a des trucs magnifiques comme le monastère de Koutaba ou la grande mosquée. On peut monter au minaret, c'est intéressant. Il y a des petits endroits. Alors, nous, on a aussi un truc extra, c'est qu'on exploite avec une pirogue à moteur. Grande pirogue, on monte à 5-6, un beau moteur. Et alors, on va faire des balades sur le lac Bamenjin. On promène nos clients, toujours dans un environnement très naturel, très préservé. Donc, c'est à peu près une demi-heure de route d'ici. Et là, on a une pirogue. Et alors, bien sûr, on intéresse le chef local qui fait des petites plantations d'ananas, par exemple. Et puis, alors, on lui donne son cadeau régulièrement. Et comme il nous garde la pirogue, alors on lui paye un petit peu pour le truc de la pirogue. Et nos clients sont sympas, ils veulent toujours prendre des photos avec le chef. Il ne manque pas aussi de donner un petit quelque chose aux villageois, aux pêcheurs qui sont là. Donc c'est un bon échange, un bon partage. Après ce séjour enrichissant, il est temps de quitter la région, il est temps de redescendre sur terre. Un voyage exotique, des sites pittoresques, à l'instar de ce vaste domaine de Peptenoun. Et c'est d'ailleurs sur ce ponton flottant que nous allons mettre un thème à cette belle aventure visuelle et télévisuelle signée Arnold Dahl et Anissé Simon. Nous poursuivons cette édition de Stratégie spéciale tourisme avec pour titre Cameroun, un musée à ciel ouvert. Et nous venons de voir quelques richesses locales, Madame Gomopou les nommé ici. Et on peut voir que le tourisme camerounais a donc, en principe, de beaux jours devant lui. Il a de quoi attirer, de quoi faire revenir. Mais moi, j'insiste parce que c'est ce qui revient également de nos reporters sur le terrain. La qualité des services n'est pas toujours ce qu'on attend.
Qu'est-ce qui est fait au ministère du Tourisme et des Loisirs? Parce que vous avez un peu évoqué tout à l'heure, mais je suis certain que vous pouvez nous en dire plus pour nous rassurer, à l'approche notamment de grands événements comme la Coupe d'Afrique des Nations que nous accueillons au Cameroun en 2019. D'abord, je voudrais embrayer sur ce que vous dites. Le Cameroun est tout simplement un paradis touristique en termes de potentialité. Et elles sont tellement nombreuses et les opportunités d'investissement dans le secteur tellement nombreuses que le tourisme camerounais a encore de beaux jours devant lui. Je voudrais également vous dire que, en dépit de l'impact négatif des activités de la secte terroriste Boko Haram sur le tourisme dans la partie septentrionale et de l'impact négatif de certaines informations que certaines diffusent sur la toile relativement à l'insécurité qui régnerait au Cameroun, en dépit de tout cela, depuis 2013, nous accueillons, selon les statistiques dont nous disposons, nous accueillons en moyenne 800 000 touristes internationaux par an, ce qui nous rapproche de très près de l'objectif que nous assigne le DSCE, à savoir atteindre 1 million au moins de touristes internationaux à l'horizon 2020. Vous comprenez que si nous sommes déjà à 800 000 touristes avec les événements que nous nous apprêtons à abriter et auxquels vous avez fait allusion tout à l'heure, nous dépasserons largement cet objectif que nous assigne le DSCE. Et naturellement, le défi sera d'assurer à ces touristes, qui seront de plus en plus nombreux, un service de qualité. Nous y travaillons au ministère du Tourisme avec l'ensemble des promoteurs et avec également l'ensemble des administrations qui sont impliquées dans la synergie. Et vous évoquez les autres administrations et je voudrais vous poser la question du développement du secteur touristique au Cameroun de manière globale. Il y a différents aspects, des secteurs précis auxquels il faut s'intéresser. Je pense aux infrastructures, je pense aux télécommunications. Qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui est fait? Parce que de ce côté-là, on n'est pas non plus très Toutes rassuré. les administrations qui sont concernées, M. Bouga, font partie, sont membres d'office du Conseil national du tourisme que préside le Premier ministre, chef du gouvernement. Et au sein de ce Conseil national du tourisme, justement, impulse le développement de la synergie entre les différentes administrations concernées. Parce que le tourisme étant un secteur transversal, beaucoup d'administrations, évidemment, ont dans leurs activités un petit pan qui relève de l'administration du tourisme ou qui impacte l'administration du tourisme. Donc tout est fait, je peux vous rassurer que tout est fait dans le cadre de ce conseil-là et aussi dans le cadre d'autres plateformes qui existent. Par exemple, il y en a une avec l'ANOR, il y en a une avec le FECOM, qui fonctionne très bien, il y en a une avec le MINFOF. Nous envisageons, nous sommes en train de travailler à la mise sur pied d'une plateforme avec le MINAC qui nous sert de cadre et également avec les autres structures en charge de la promotion des investissements comme l'API ou la Société nationale des investissements. Tout est fait, tout est mis en œuvre pour que les touristes qui vont être de plus en plus nombreux puissent trouver au Cameroun un service de qualité qui leur donne, pour reprendre, pour paraphraser le président de la République, son Excellence Paul Biya, l'envie de revenir au Cameroun. Un touriste ne peut revenir que s'il est satisfait de la qualité de service. Et nous avons besoin que les touristes non seulement viennent, mais qu'ils reviennent au Cameroun. Alors, le futur du secteur touristique au Cameroun, comment vous l'entrevoyez, notamment du point de vue économique? Nous savons toute la contribution potentiellement attendue, mais pas encore reçue du secteur touristique au produit intérieur brut camerounais. On sait que d'autres destinations à travers le monde contribuent de manière effarante et parfois 70% au budget de certains États. Au Cameroun, qu'est-ce qui est fait pour que vraiment nous puissions également bien vendre
notre destination au plan, j'allais dire monétaire, au plan des investissements, que nous puissions ressentir également dans la cagnotte ce que nous apporte notre tourisme, nos richesses si diversifiées. Nous parlons d'un paradis à ciel ouvert. Oui, le tourisme a de beaux jours devant lui. Pour cela, il faudrait que les freins que nous avons évoqués à l'entame de cet entretien puissent être levés pour la plupart. Il y a le frein financement, le déficit de formation, et il y a également l'absence d'un code l'absence pour l'heure, parce que c'est prévu dans la loi d'orientation, la loi relative à l'exercice de l'activité touristique et de loisirs au Cameroun, dont l'absence pour l'heure d'un code d'investissement spécifique au secteur, et également l'absence pour l'heure d'un office national de tourisme. Je n'osais pas vous poser la question parce que j'avais peur de je la lisais les acteurs du secteur que nous avons rencontrés et nos reporters également sur le terrain sont revenus avec cette préoccupation. Où est l'Office national du tourisme au Cameroun? Nous savions que nous ne pouvions pas échapper à la question parce que la plupart des pays, comme le Maroc, la Tunisie, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Kenya, le Sénégal, bref, tous les pays que l'on cite généralement lorsque l'on parle du tourisme camerounais qui tarde à décoller, dispose de cet instrument qui est l'instrument, le bras séculier de l'État en matière de promotion de la destination. Et donc nous savions que vous ne pouviez pas ne pas poser la question. Donc avec l'avènement de cet instrument, nous l'espérons, le Cameroun pourrait voir également voir le décollage. Le potentiel pour la pleine expansion. Tout à fait, parce que au-delà du fait que cet office pourrait transformer les potentialités en produits au regard des coûts que nous avons évoqués tout à l'heure, il pourrait également rechercher les opportunités d'investissement. Nous vous avons dit que nous disposons, par exemple, à ce jour de 870 sites d'intérêt national. Nous n'avons pas parlé des sites d'intérêt régional et encore moins d'intérêt local. Vous comprenez que si, pour aménager un site touristique, pour en faire un produit, nous avons besoin de financement de l'ordre minimal de 2 milliards de francs. Alors, faites un peu le calcul. 870 sites, on est à peu près à 1740 milliards qu'il faudrait juste pour développer les sites touristiques et les transformer en produits touristiques. Vous comprenez que c'est un défi, c'est un réel défi que vous allez réaliser avec la contribution de tous les Camerounais. De tous les Camerounais. Nous espérons également avec la contribution de ces promoteurs que vous avez un petit peu tensé au passage de malhonnêteté. Il faut qu'on le dise aussi parce que c'est chacun d'entre nous qui contribue. Chacun doit jouer son rôle, chacun y contribue. Nous sommes tous des potentiels touristes. Chacun d'entre nous, c'est une partition dans laquelle chacun d'entre nous doit jouer son rôle. Madame Florence Angéline Florence Ngomo, lorsque vous devez faire du tourisme au Cameroun, vous allez où? Tout dépend de ce que je veux faire. Parce que, généralement, que faites-vous? Alors, je fais toutes les formes de tourisme, parce qu'il faut bien prêcher par l'exemple. Oui. Lorsque je veux faire du tourisme culturel, eh bien, je choisis un des nombreux événements culturels que nous avons au Cameroun. Lorsque je veux faire du tourisme balnéaire, vous savez, nous regorgeons de sites plus magnifiques les uns que les autres, Kribi, Limbé. Et lorsque je veux faire de l'écotourisme, je suis très contente d'aller dans les montagnes de l'Ouest, du Nord-Ouest ou même dans le Sud profond. Voilà qui rassure nos téléspectateurs, qui découvrent peut-être s'ils arrivent à la fin de cette édition de Stratégie que vous êtes le secrétaire général du ministère du Tourisme et des Loisirs. Madame Angéline Florence Ngomo, merci d'avoir accepté notre invitation pour voyager avec nous dans ce Cameroun, grand musée à ciel ouvert et que vous avez à l'occasion baptisé un gigantesque paradis
terrestre. Merci pour tous vos éclaircissements, pour toutes vos informations. Et si je devais résumer cet entretien, vous avez bien montré qu'il s'agit aujourd'hui pour nous de transformer nos potentialités touristiques en produits commerciaux pour que notre Cameroun ait la visibilité qu'il doit avoir à l'international et la contribution financière de ce secteur dans notre pays. Il ne me reste plus qu'à vous dire donc merci. C'est moi qui vous remercie. Ma gratitude également à toutes les équipes qui se sont mobilisées pour la production de cette édition spéciale. Je fais un salut à Anissé Simo qui a mené les grands reportages dans l'ouest du Cameroun. Alain Fongue a conduit l'équipe technique de réalisation. Jean-Paul Tchomdo à la production. Mesdames, Messieurs, notez le rendez-vous dans un mois sur votre chaîne de télévision pour une autre édition de Stratégie. Bonsoir. Vous avez regardé Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Né sous un toit modeste, il a été un enfant imaginatif et spirituel. Sa rude formation au petit séminaire a bâti en lui la rigueur et le goût de l'excellence. Partout où il a été, il a pris l'initiative. Ce visionnaire ne s'est jamais contenté de rêver, il a toujours transformé ses projets en réalité. Quand il lance Comme News, magazine unique en son genre au Cameroun, il fait preuve d'une audace et d'un goût de risque dont seuls les leaders sont capables. Créateur du quotidien de l'économie, un autre de ses succès, lui c'est le master, Thierry Ekouti. Ne vous contentez pas de travailler, réinventez-vous chaque jour. Amstel, longuement brassé pour une maturité parfaite.